Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée qui va un peu à contre-courant de nos réflexes les plus naturels. Comment penser face à la majorité? On a tous un peu ce réflexe, n'est-ce pas? Quand énormément de gens pensent la même chose, on a tendance à se dire que ça doit être vrai. C'est la fameuse sagesse de la foule. Mais est-ce que c'est si simple? La vraie question, c'est, la majorité a-t-elle vraiment toujours raison? Figurez-vous qu'un passage assez méconnu du livre de l'Exode vient complètement bousculer cette certitude. Il nous invite à une réflexion bien plus exigeante. Allez, on plonge dedans, on va commencer par un verset que beaucoup de gens connaissent ou croient connaître, mais qui est rarement compris dans son intégralité. À première vue, ça semble limpide. On dirait une validation claire et nette de la loi du plus grand nombre. Un principe qui sonne juste, très démocratique pour prendre une décision, non? Sauf que, voilà le piège. Isoler cette phrase, c'est passer à côté de tout le reste. Parce qu'en réalité, le verset commence par deux interdictions très très puissantes. Regardez bien la structure. D'abord, le texte pose un refus moral. On ne suit pas la foule pour mal agir. Ensuite, un refus intellectuel. On ne se range pas avec la majorité si c'est pour tordre la justice. Et c'est seulement après ces deux grands avertissements qu'arrive la règle pratique, suivre la majorité pour trancher. Alors là, on a une contradiction qui saute aux yeux, non? Pourquoi le texte nous dirait d'un côté « ne suivez pas la majorité » et juste après « suivez la majorité » C'est un peu déroutant. La clé de l'énigme, elle se trouve dans une distinction fondamentale entre deux activités humaines qu'on a tendance à mélanger tout le temps. Et voilà la distinction essentielle. D'un côté, il y a l'acte de penser. Ça, c'est la recherche de la vérité, c'est un devoir individuel qui exige une indépendance totale. De l'autre côté, il y a l'acte de décider. Là, c'est différent, c'est le besoin d'agir en groupe, un outil collectif. Et pour ça, oui, la règle de la majorité devient nécessaire. Donc, le point crucial, c'est ça. Le rôle de la majorité n'est pas de déterminer ce qui est vrai. Non. Son rôle, c'est de permettre à une communauté d'avancer, d'agir, quand une décision doit absolument être prise. Et attention, ce n'était pas juste une belle idée. Ce principe était appliqué de manière très concrète, très structurée. On est loin d'un simple sondage, c'était un processus judiciaire vraiment bien encadré. Dans le tribunal juif de l'Antiquité, le Sanhédrin, il y avait des garde-fous incroyables. Les décisions étaient prises par des experts. Fait très intéressant, les plus jeunes juges votaient en premier pour ne pas être influencés. Le débat était obligatoire, structuré, et surtout, dans les cas les plus graves, une majorité simple ne suffisait jamais pour une condamnation. Oui, pour les cas où une vie humaine était en jeu, il fallait une majorité d'au moins 2 voix pour condamner. Ça montre bien qu'il y avait un parti pris en faveur de l'acquittement, une volonté de protéger l'accusé. Et cette logique nous amène vers l'idée la plus radicale, la plus contre-intuitive de toute cette tradition, sur la règle de la majorité. Spontanément, on se dirait qu'une décision unanime, c'est le scénario parfait, non? C'est le résultat le plus solide, le plus certain qu'on puisse imaginer. Eh bien, accrochez-vous, le Talmud nous présente un cas de figure incroyable. Un tribunal de 23 juges délibère et à la fin, tous, sans exception, votent coupable. Le verdict? L'accusé est libéré, acquitté. C'est le principe de l'unanimité suspecte. L'idée est que si personne, absolument personne n'a trouvé le moindre doute, le moindre argument pour la défense, c'est que le débat a été défaillant, le système a échoué. En fait, une absence totale de voix discordantes, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que le processus essentiel de recherche du doute, des arguments contraires, a été court-circuité. Le but n'est pas un consensus facile, mais un débat solide. Bon, tout ça est fascinant, mais on pourrait se dire que ça date un peu. Alors comment est-ce que ça résonne dans notre monde à nous, aujourd'hui, à l'ère du numérique? La grosse différence, c'est qu'au XXIe siècle, on n'a plus besoin d'un tribunal pour connaître l'avis de la majorité. Il est là, sous nos yeux, en permanence. Il est immédiat. Cette majorité, on la compte en temps réel, en j'aime, en partage, en tendance. Le problème, c'est que dans ce système, la visibilité d'une idée prend souvent le pas sur sa validité. Ce qui est populaire n'est pas forcément ce qui est vrai. Et ça crée une pression sociale énorme. Aller à contre-courant, oser penser différemment de la tendance générale, c'est devenu incroyablement difficile. Finalement, cette sagesse ancienne nous laisse avec une question cruciale pour notre époque. Dans ce monde de consensus permanent, est-ce qu'on prend encore le temps de penser ou est-ce qu'on se contente de suivre? A-t-on encore conscience de la différence entre notre devoir individuel de réfléchir et le besoin collectif de décider?